Bonjour. Donc, j'ai choisi de vous parler de l'impact du Covid sur l'éco-anxiété. Et donc, en quoi est-ce que ça nous touche et ça nous concerne dans notre quotidien. Alors, je vais donner quelques chiffres et puis on va essayer d'un petit peu explorer ce que c'est. Donc, l'éco-anxiété d'abord, ou ce qu'on appelle aussi l'éco-anxiété, les troubles éco-psy, écologiques psy. On peut parfois aussi appeler ça solastalgie, écolose, donc on trouve comme ça toute une série de mots valises, de nouveaux termes qui ont été créés ces dernières années. Ce n'est pas que de l'anxiété, hein, ce n'est pas uniquement la peur, mais on peut aussi y trouver associé d'autres émotions et même d'autres sentiments lorsque c'est plus construit au niveau cognitif, au niveau de la réflexion, comme de l'impuissance, du découragement, de la culpabilité, évidemment de la tristesse, etc. Donc tous ces symptômes sont donc à la fois liés au stress, mais également ont une connotation en lien avec l'environnement, l'écologie, l'évolution de la planète, qu'allons-nous devenir, donc le réchauffement climatique, etc. Il faut bien comprendre que cette angoisse de fond, elle se développe de plus en plus auprès des nouvelles générations, vraiment les plus jeunes, à tel point que certains remettent en question l'idée même de devenir parents. Donc certains ne voient pas, ne se voient pas avoir des enfants et leur livrer un monde qui est en pleine déliquescence, en tout cas à leurs yeux. Et effectivement, on peut quand même constater qu'il y a des choses qui vont moins bien, en termes de climatologie notamment. Hein. On voit bien qu'il y a des inversions au niveau du climat, il y a des choses qu'on ne vivait pas, qu'on découvre, il y a des espèces qui disparaissent, etc. Donc tous ces éléments-là créent une sorte d'angoisse de fond. Alors, le Covid, évidemment, est venu rajouter une touche. Pourquoi? Mais parce que dans la gestion de ces crises de Covid, on a vu une émergence de toute une série de positionnements, des plus autoritaires aux plus laxistes. Et dans les plus autoritaires, on a été jusqu'à, évidemment, mettre en quarantaine les personnes pour des raisons de sécurité, en sachant qu'on a aussi mis des vaccins sans avoir le recul nécessaire par rapport à ces mêmes vaccins, avec des effets secondaires potentiels. Certains on va dire, les dénoncent, d'autres les nient. Bref, on ne saura pas quel est le fond de la réalité avant quelques années probablement, s'il y a des recherches qui sont faites sur le sujet. Mais en attendant, tout ce contexte est générateur de stress. D'accord? Donc, ce sentiment d'éco-anxiété peut se traduire par une douleur, une angoisse intense, hein, donc susceptible vraiment d'entraîner une grande détresse morale, mentale, des addictions, des maladies physiques, des tendances suicidaires dans les pires des cas. Je vais un peu vous expliquer comment fonctionne notre cerveau. Donc en gros, notre cerveau a ce qu'on appelle des ego states, donc des états du moi. Les états du moi, c'est vraiment des sous-personnalités. Ce sont vraiment des programmes qui apparaissent à un moment donné dans le cadre de notre développement en tant que bébé, enfant, ado et puis adulte. Et donc ces programmes ont pour vocation de remplir certaines fonctions. Donc le système des ego states, notamment Internal Family System ou Self-Emotional Balancing, sont des outils qui reposent sur les études et ce qu'on appelle evidence-based proof, c'est-à-dire les recherches qui ont été effectuées sur ce modèle, qui a été effectivement confirmé par les études, par les recherches, etc., notamment aux États-Unis. Donc ces ego states ont développé une théorie qui est la suivante. C'est que lorsqu'on vit un épisode traumatique, c'est-à-dire un épisode qui est souvent violent, soudain, inattendu, etc., qui déborde notre capacité aussi à le gérer, ce qu'on appellera un trauma, ce trauma va nous emprunter, va nous laisser une empreinte de stress si on ne le digère pas, ce que normalement nous devrions faire en déant le moi. Ça, c'est notre processus de guérison, de réparation naturelle. Un trauma, normalement, dans le moi qui le suit, est censé avoir été digéré, c'est-à-dire incorporé, assimilé, neutralisé dans notre système et éventuellement devenir une source d'expérience. Exemple, je me suis mal préparé en mathématiques, hein, ce qui ne m'arriverait jamais évidemment, mais admettons que je me suis mal préparé en maths, eh bien je réussis mal mon interrogation de maths, donc je vais avoir un moment de sidération ou peut-être de choc, je vais peut-être aussi avoir peur de me faire attraper par mes parents qui vont m'enguirlander. Et donc, je vais mieux me préparer hein, à mieux comprendre, à mieux étudier ces mathématiques, ce qui fait que la fois d'après, je réussis mieux mon interrogation de maths. Ça, c'est dans le cas où j'ai digéré. Et soit j'ai neutralisé l'épisode parce que j'étais déjà bon en maths et c'est un accident. Et je dis, ok, c'est pas grave, je me suis mal préparé, j'étais fatigué. Ou, au contraire, j'ai appris à mieux étudier. Ça m'a permis d'avoir des ressources intérieures ou extérieures
qui m'aide à dépasser cet épisode. Donc, au bout de ce mois et demi, ben, normalement, voilà, je n'ai plus d'impact négatif, en tout cas, lorsque je repense à la situation. Mais on observe effectivement que dans certains contextes, ce n'est pas possible. Donc, on a un contexte où on est, par exemple, trop jeune, trop petit, on n'a pas les moyens de comprendre ou d'avoir des grilles de lecture suffisantes de cet univers, où notre environnement, qui est censé être protecteur, comme la famille, les parents, les grands-parents, etc., ne remplissent pas correctement leurs fonctions, peut-être parce qu'eux-mêmes ont vécu des épisodes traumatiques non digérés. Et donc à ce moment-là, cette ambiance ou ce système de fond fait que je n'ai pas la possibilité de le digérer. Ou un contexte, ben, comme la pandémie, ou comme la guerre, on voit la guerre en Ukraine par exemple actuellement, ou d'autres guerres qu'on a pu vivre, eh bien ce contexte fait que je n'arrive pas à digérer cet épisode. Dans ce cadre-là, dans la théorie des égostés, des états du moi, on va développer certaines sous-personnalités, qu'on appelle des parts ou des parties. La partie blessée, on va l'appeler un exilé, parce qu'elle est exilée de ce qu'on appelle le self, et le self, c'est notre espace naturel, spontané, où un enfant se développe dans la compassion, dans l'amour, avec toute une série de qualités qu'on appelle les 8C, comme la confiance en soi, la curiosité, la créativité, la connectivité, le calme, le courage, la clarté et la compassion. Donc ces qualités sont des qualités que l'on va retrouver, qui nous permettent d'être épanouis, de savoir qu'on est aimé, on n'a pas besoin de se poser la question, on le sait, on le vit dans ses tripes, et évidemment on se développe dans la curiosité d'un enfant qui découvre le monde et qui acquiert peu à peu des grilles de lecture. Mais quand ce n'est pas possible, ce fameux exilé, lui, il est blessé, il porte cette blessure, je n'ai pas la capacité de la digérer, et donc on va mettre en place notre système, notre inconscient va essayer de mettre en place les moyens de réparer cette blessure. Donc la première chose qu'il va développer, c'est ce qu'on appelle le fardeau. Il va poser un fardeau sur les épaules de cet exilé, qui est une souffrance, qui va se traduire par de la tristesse, l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, principalement, parfois de la colère, pour attirer notre attention sur le problème. Donc Richard Schwartz, qui est un des concepteurs notamment d'IFS, système familial intérieur, a très très bien développé ça au niveau des recherches et des études. Donc ce fardeau a pour but non pas de nous faire souffrir, mais bien d'attirer notre attention sur ce que nous vivons pour que nous nous en occupions. Sauf que le contexte est toujours le même, je n'ai pas la capacité de le faire, parce que je suis trop jeune, trop petit, ou mon environnement n'était pas assez sécure, et donc j'ai des souffrances, j'ai des déficiences, dans le sens des fragilités, qui font que je n'arrive pas à trouver cette ressource intérieure suffisante pour la réparer. Donc à ce moment-là, assez rapidement, notre système va mettre en place ce qu'on appelle des protecteurs. C'est également l'équivalent, pour ceux qui connaissent un peu la traumatologie, ce qu'on appellerait le deuxième niveau de dissociation. Le premier étant vraiment la blessure, la souffrance. Le deuxième niveau, des mécanismes de défense et d'évitement de cette souffrance. Donc là, on va voir apparaître des TOC, des ruminations mentales, des addictions, des phobies et des comportements excessifs, workaholiques, sexaholiques, sportaholiques. Donc, tous ces mécanismes de défense ont évidemment pour but de faire quoi ? De limiter la souffrance de la partie exilée, de la partie blessée, mais également d'empêcher cette souffrance de déborder dans l'ensemble de mon système et de me déborder dans ma vie au quotidien. Ce qui va fonctionner un temps X, en fonction de mon environnement. Est-ce que je continue à être déclenché, c'est-à-dire est-ce que je continue à être stimulé dans mes peurs, dans mes angoisses, ou au contraire, est-ce que j'ai un environnement qui est un peu plus sécurisé, donc je pourrais déposer un peu comme quelque chose qui décante, et le trauma pourrait s'éteindre peu à peu, ou être mis de côté jusqu'au moment où je recroise un déclencheur, c'est-à-dire des circonstances plus ou moins semblables ou qui ont des points communs. Je rappelle que le système de mémoire traumatique fonctionne par association, donc ça peut être une odeur, un son, un toucher, un quartier, un type de morphologie d'une personne que je croise qui peut déclencher chez moi une réponse de survie. Cette réponse de survie sera toujours la même, c'est fight, flight, freeze. Fight, je deviens agressif, j'attaque. Flight, j'évite, je ne veux plus être confronté à tout cela. Ou freeze, c'est la dernière chance de survie dans la nature. J'éteins la machine, je fais le mort, parce que dans la nature, effectivement, c'est la dernière chance de survie d'un animal qui ne peut ni attaquer son prédateur, ni le fuir. Bien, il va chercher à se faire passer pour mort, parce qu'en se faisant passer pour mort, parfois l'animal se désintéresse de lui et s'éloigne. On voit ça dans tous les reportages animaliers, et l'humain a encore ce type de réflexe de survie qui fonctionne. Donc je perds mes moyens face à mon manager, face à un de mes parents, face à une autorité, je me fige, ou au contraire je deviens agressif, ou je passe en mode fuite. Ça va dépendre de ce que je vis comme niveau de représentation de mon système. Donc,
Ce protecteur premier, les pompiers, qu'on appelle un pompier, va chercher à éteindre cette souffrance en mettant en place des mécanismes d'évitement. TOC, rumination mentale, addiction, phobie, comportement excessif, tel workaholic, sexaholic, sportaholic, tous les comportements d'excès. Au début, ça fonctionne. Puis, au bout d'un moment, le mécanisme ne suffit plus parce que la souffrance est toujours là. Donc, je suis toujours en train de souffrir. Donc, à partir du moment où je suis toujours en train de souffrir, évidemment, la blessure n'est pas réparée. À un moment, ce n'est plus suffisant parce que le contexte fait que ça évolue et que j'ai peut-être d'autres pressions qui se présentent. Donc, je vais à ce moment-là avoir un deuxième pompier qui arrive, un troisième, etc. Et donc, ça devient des vases communicants. Ok, je diminue ma consommation d'alcool, si je bois de l'alcool. J'augmente la cigarette, je diminue la cigarette, je mange plus, je mange moins, je vais peut-être faire plus de sport, je fais moins de sport, peut-être que je vais porter mon attention sur le sexe, etc., ou le travail. Et donc j'ai comme ça des vases communicants où j'observe que j'ai des comportements, des symptômes qui se déplacent les uns aux autres, mais qu'on ne répare pas correctement. Donc dans les ego states, quand ce mécanisme se met en place, on a un deuxième type de protecteur qui débarquera, qu'on appelle les managers, ça porte bien son nom, c'est les parties contrôlantes, qui vont chercher à calmer ce jeu des pompiers, en disant « Oh, tu bois trop, tu fumes trop, tu manges trop, tu consommes trop, tu travailles trop, etc. » Et parfois la pression vient de l'extérieur, parce que c'est dans mon environnement professionnel ou familial que l'on se rend compte de ces excès, et donc je ne peux plus me le cacher à moi-même, ou parfois c'est moi-même qui se rend compte, me dit « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, il est 10h du matin, et j'en suis déjà à mon 3e café, ou 3e thé, et puis j'ai besoin de manger mon 4e gâteau. » Je réalise qu'il y a un comportement qui dysfonctionne. Donc, tous ces ego states, tous ces états du moi, vont évidemment chercher à la base à protéger la partie exilée, de façon à ce qu'on fonctionne ou continue à fonctionner le mieux possible. Alors, vous avez bien compris que le Covid a évidemment complètement révolutionné tout ça. Pourquoi ? Parce que le Covid, par la gestion qui en a été faite un peu à la va-vite dans certains pays, où sans avoir de recul, avec des changements très très réguliers de règles, qui a complètement créé de la confusion auprès des personnes, était un générateur d'angoisse. Parce qu'en gros, on ne pouvait jamais prévoir ce qui allait se passer, presque de jour en jour ou de semaine en semaine, parfois plusieurs fois pendant la semaine, les règles évoluaient et changeaient. Mais une des règles principales, c'était cet isolement. Et l'isolement, ça veut dire que toutes les personnes qui étaient en lien, qui avaient besoin d'être en lien avec l'autre, n'ont plus pu avoir ce pompier-là, c'est-à-dire cette capacité d'être en lien avec l'autre, ce qui venait évidemment travailler sur nos blessures d'attachement. Et nos blessures d'attachement, évidemment, c'est une personne sur deux qui souffre de blessures d'attachement. Les blessures d'attachement, c'est vraiment le manque de sécurité émotionnelle et affective que nous avons vécu dans les premières années et qui va se développer par une blessure d'attachement. Cette blessure, il y en a de 4 ordres. Chez certains auteurs, vous trouverez 3 ou 4. Donc, moi, je prends ce modèle de 4 parce qu'il me parle relativement bien. On estime qu'une personne sur 4 sur Terre, donc 25%, c'est un attachement de type anxieux. Donc j'ai tendance à être fusionnel, j'ai besoin d'être tout le temps avec l'autre, c'est un peu les inséparables. Si j'envoie des messages, j'ai besoin d'avoir des messages en retour rapidement. Si je ne les ai pas, ça déclenche des ruminations mentales. Il est mort, il me trompe, il a eu un accident, etc. Et donc je génère une angoisse de fond. Une personne sur 5, c'est l'opposé, c'est détaché évitant, j'ai du mal à prendre dans les bras, du mal à dire je t'aime. Évidemment, il y a aussi tous les aspects culturels qui viennent se rajouter à ça, ce qu'on appelle l'ethnopsychiatrie, l'ethnopsychologie. Donc, ces aspects culturels vont aussi influencer, et donc j'ai du mal à prendre dans les bras, on ne nomme pas les émotions, j'ai du mal à repérer mes émotions, nommer celles de l'autre, et donc je vais avoir un aspect plutôt froid extérieur, et je vais parfois évidemment aller appuyer sur les boutons de celui qui a un attachement anxieux, parce que lui ne retrouve absolument pas de connexion avec un attachement détaché évitant, et donc ça va être très difficile pour lui. Plus il va être inquiet, plus il va se rapprocher du détaché évitant, plus le détaché évitant va fuir parce qu'il va être débordé, il ne comprend pas ce qu'on lui veut, et donc il va être de plus en plus sec, froid, etc. On retrouve ça dans les couples, on retrouve ça dans les entreprises, évidemment. Dans les entreprises, la connaissance des troubles de l'attachement est très importante parce qu'elle explique pourquoi il y a beaucoup de déchets dans l'engagement des personnes et que beaucoup de personnes quittent parce qu'elles ne s'intègrent pas dans la société ou dans l'entreprise, parce qu'elles ont du mal à se sentir vues, reconnues, ou elles sont débordées parce qu'elles ont un manager qui est anxieux et donc il vient tout le temps vérifier comment ça se passe, ce qui va évidemment énerver le système de défense d'un attachement détaché évitant qui va se sentir envahi. Dans ce qui reste, il y a l'attachement désorganisé, ce sont des personnes qui sont des focales, donc ils essaient de maintenir le couvert sur la marmite, et puis de temps en temps, boum, comme une casserole à pression, ça explose,
mais c'est complètement incongruent. C'est-à-dire que je casse un vase Ming et la personne va dire, c'est pas grave, et puis à côté de ça, je vais renverser 3 gouttes d'eau à table ou une réunion et c'est la fin du monde, c'est de l'irrespect complet et toute la relation est mise en question. Et alors on a évidemment ce qu'on appelle des ambivalents, mixtes, qui vont reprendre souvent 2 des 3 premières catégories. Ça dépend souvent des parents qu'on a eus ou de ceux qui nous ont donné les premiers soins, donc ça peut être aussi des grands-parents si j'étais placé en famille, sachant que même si je suis aimé et que j'allais chez mes grands-parents, eh bien c'est une blessure d'attachement d'office. Pourquoi? Parce que même s'il y avait beaucoup d'amour chez mes grands-parents, il y a le manque de l'amour de mes parents, en tout cas de leur présence à tout le moins, qui a influencé le jeu de qui. Donc tout ça, évidemment, est important. Donc imaginez avec le Covid ce qu'il s'est passé. Le Covid, isolement, on pouvait plus se voir, on pouvait plus se toucher, on pouvait même plus voir les masques. On a certains articles qui sont sortis dernièrement qui démontraient que dans les crèches, par exemple, les bébés pleuraient lorsque actuellement on retire le masque parce que certains bébés n'ont jamais vu les puéricultrices sans masque, et donc ils sont complètement perdus dans leurs repères, et on sait ô combien cet attachement du regard, de la présence est très important chez le bébé. Il y a la fameuse expérience du still face. Si je fais une face complètement calme, on voit un bébé qui s'affole, qui par toutes les possibilités, toutes les capacités qu'il a de communication, va chercher à attirer l'attention de la personne pour réobtenir une expression au niveau du visage, parce que c'est comme ça que l'enfant apprend. Les neurones miroirs sont très importants. Donc on a un impact actuel dont on ne mesure pas encore les effets en termes d'attachement et donc de blessures dans les 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans qui viennent. C'est certain qu'on va vivre des choses qui seront très intéressantes pour les psys, mais beaucoup moins intéressantes pour les personnes dans leur quotidien. Donc, si je reviens avec cette éco-anxiété, eh bien, c'est la même chose. C'est que tout ce développement de virus, peut-être fait dans un labo, pas dans un labo, croisement avec un animal ou pas un animal, toutes les fake news, toutes les théories complotistes ou non complotistes qu'on a pu entendre sur le sujet, font que ça génère un trouble, ça génère une confusion, et dans cette confusion, évidemment, on a le lit de l'anxiété et de l'éco-anxiété. Si vous reprenez tous les discours d'un Trump sur la nature et sur le climat, avec le déni complet, etc., vous voyez bien qu'il y a des gens qui ont été complètement pris dans cette croyance, disent oui, donc ça n'a aucun impact. En gros, nos comportements n'ont aucun impact. On est complètement déculpabilisé, déresponsabilisé de nos comportements. Mais pire que cela, des personnes ont été jusqu'à s'injecter, par exemple, de l'eau de Javel dans les poumons parce que le président Trump à l'époque a dit que ça pouvait peut-être guérir, on ne sait jamais. Et donc des gens étaient suffisamment dans la ligne du parti ou dans la non-réflexion que pour le faire et en mourir. Donc il y a eu plusieurs cas aux États-Unis de personnes qui se sont empoisonnées en se faisant injecter ou en s'injectant elles-mêmes de l'eau de Javel dans les poumons. Ce qui est du nonsense complet, mais qui est passé auprès d'une certaine couche de la population peu éduquée ou peu formée. Donc, ce sentiment d'angoisse de fond, il va se traduire donc par cette douleur, cette angoisse terrible, un sentiment d'inéluctabilité. C'est-à-dire que vraiment, c'est inévitable. La planète est en train de mourir, on est en train de consommer les ressources de la planète et on a consommé les ressources de l'année de plus en plus tôt dans l'année. On voit que on surconsomme, etc. Je crois que maintenant c'est au mois de mars. Non, pardon, c'est pas au mois de mars, j'exagère. Je ne sais plus exactement la date, mais en tout cas, ça se rapproche de plus en plus de l'année. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va être en ressources négatives, donc on sera vraiment dans des consommations de ce que nous avons stocké, et à un moment donné, il n'y aura plus de ressources, évidemment, sauf à changer complètement la vision de la consommation et de nos sociétés, ce qui va demander un exercice assez important. C'est au niveau mondial, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire au niveau géographique. C'est nouveau pour l'homme, il y a une absence de solutions pratiques. La sagesse des anciens n'ont jamais connu cela. Donc on n'a pas de sagesse, on n'a pas de choses sur lesquelles on puisse reporter. On doit effectivement décider de faire confiance à certains scientifiques, et évidemment entre en lutte des modèles de société complètement différents, certains sur la consommation, d'autres pas, qui font que on va faire attention aux ressources, on ne fera pas attention aux ressources, et évidemment on ne voit pas encore très bien comment on va pouvoir solutionner tout ça. On a donc des sentiments qui peuvent se traduire aussi par des formes de paralysie, comme si on avait besoin de recourir aussi à l'espérance pour essayer de sortir de ça. Donc il y a des études faites notamment par Macy et Johnstone qui parlent
qu'on a besoin de recourir à cette espérance, c'est vraiment se donner cet espoir, parce que si on n'a pas d'espoir, on rentre vraiment dans un monde qu'on appelle dystopique, hein, donc vraiment tout est noir, tout est foutu, tout est fichu, hein, c'est George Orwell, 1984 et pire, et donc on est vraiment dans une société où il n'y a plus d'espoir. Ça pourrait presque être interprété comme un syndrome de stress pré-traumatique et pas post-traumatique, hein, donc c'est vraiment des conditions de fond qui génèrent une fragilité, qui vont nous rendre plus sensibles à un certain type d'environnement, de conditionnement de l'environnement, et vont nous faire répondre plus rapidement au stress en fonction de ce que nous vivons. Donc vous voyez que cet objectif est évidemment très important parce que ça va influencer tout mon quotidien. Donc ça va provoquer un perçu de réponse qu'on appelle fight, flight, freeze, donc je vais devenir agressif, je fuis, je fais le mort. Ça peut constituer une nouvelle fixation sur un terrain préalablement anxieux, avec l'héritage du passé par exemple. Vous savez que dans certains contextes, nous avons des gènes qui vont s'exprimer plus rapidement pour nous aider à mieux survivre à la situation, mais qui, évidemment, sont des générateurs de stress pour nous donner les moyens de la survie. Donc, si vous avez ça, plus c'est une culture où vous venez d'une société ou d'une famille qui a vécu des épisodes un peu compliqués, eh bien, vous avez une plus grande fragilité. Il y a évidemment tous les aspects systémiques, c'est-à-dire vraiment tous les aspects en lien avec la famille, la société, le contexte dans lequel nous vivons, et on voit qu'il y a vraiment un contexte où on observe l'effondrement de certaines espèces, la pollution de l'eau, de l'air. Certaines sociétés cherchent même à créer des patentes ou des brevets sur leur possession de l'eau, etc. C'est-à-dire que l'eau ne serait plus un élément libre et consommable par tous, mais appartiendrait à des sociétés, ce qui est quand même assez paradoxal. Hein, ce sont des ressources naturelles, ça vient de la nature elle-même, ça ne vient pas de la création de l'homme, mais on est en train de travailler sur ce type de concept, hein, notamment une société comme Nestlé, si ma mémoire est bonne. Voilà. Et donc on peut aussi avoir tout le déni, hein, donc comme on l'a nommé, comme des Trump, mouvement trumpiste et autres, ou l'inaction aussi des personnes qui disent bon, moi à mon niveau je ne sais rien faire, ou le découragement par rapport aux politiques, hein, qui est complotiste entre guillemets, hein, donc ils sont tous au pied et à la botte de société, et donc on ne sait pas travailler tout ça. Et on peut aussi avoir le même type d'aspect systémique d'éco-anxiété en lien avec évidemment la guerre, la violence, les pénuries alimentaires, l'eau. Regardez, au début de la pandémie, les gens se sont précipités, comme lorsque c'était la Première Guerre mondiale ou Deuxième Guerre mondiale, hein, dans les magasins pour piller papier toilette, donc des choses qui allaient être en rupture, mais la rupture n'a été créée que par l'affolement des personnes et par le manque d'explication, le manque de contextualisation, hein, des politiques, qui eux-mêmes étaient dépassés, ne savaient pas très bien comment réagir. Donc, tous les aspects, évidemment, thérapeutiques, et l'accompagnement thérapeutique va être très important. Donc, évidemment, le fait de nommer les choses. Donc, contextualiser, amener de la clarté dans le système. Clarté, une des qualités du self. Avoir le courage d'exposer ces différents aspects. Dire, ben voilà, je n'ai pas de solution, mais il y a différents courants sur lesquels on peut se reposer. D'accord ? Et à chacun à notre niveau, nous pouvons agir. Par exemple, je peux agir uniquement déjà sur ma pensée. Si je me branche sur une pensée de type plus positive, hein, je ne vais pas être dans le déni de ce qui se passe, mais je vais rayonner une énergie plus positive. Je rappelle que des expériences ont été menées par Mind Life Institute, qui est l'institut du Dalai Lama, il y a déjà quelques années, une dizaine d'années, 15 ans d'ici, et ils avaient fait une intention de prière sur la ville de Washington, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y avait énormément de violence dans cette ville, surtout dans certains quartiers. Ils ont fait une expérience de méditation. Il y a eu plusieurs milliers de personnes, pour ne pas dire dizaines de milliers de personnes, qui ont médité le même jour, à la même heure, pour une intention de paix sur cette ville et sur ce quartier. Et on a observé dans les 6 mois qui ont suivi cette prise d'acte, entre guillemets, d'intention, de compassion pour cette ville et ce quartier, on a observé effectivement une diminution très 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 importante, de 25 à 30% de diminution de la violence et des dépôts de plainte auprès des commissariats de cette ville, simplement par cette influence. Donc c'est vrai que certains livres comme ceux de Lynn McTaggart, La science de l'intention par exemple, parlent beaucoup de ça, de toute une série d'études et de recherches qui ont été menées sur le pouvoir de la masse, entre guillemets, hein, de la communauté. Donc comment on peut essayer d'influencer, ne fût-ce que par notre position intérieure, ce qui nous ramène aussi d'ailleurs à certains concepts bouddhistes, hein, c'est que si je laisse mes pensées me perturber ma paix intérieure, je vais finir par être identifié à ma pensée, et cette pensée va
finalement être qui je suis. Donc je peux effectivement avoir une action même dans ce type de contexte où j'ai l'impression que je suis impuissant, en modifiant déjà ma perception des choses, des éléments, et en me laissant brancher sur des épisodes plus positifs. Les outils de psychologie énergétique, notamment The Loyal Energy Therapy avec Madame Saïda Sleli, qui est notre partenaire au Maroc de IPRA, eh bien, donc, développe ce type d'outils ou d'approches qui intègrent comme ça toute une série de fonctionnements, d'outils de fonctionnement. Ça va des approches qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, mais de 3e voire de 4e vague, qu'on appelle aussi les approches somatocognitives, parce qu'elles intègrent plusieurs points sur lesquels on va se focaliser. On appelle ça la BMSA, c'est Bifocal Multisensory Activation. Et les outils de psychologie énergétique qui font partie de ce courant, où on va stimuler des points d'acupression pour provoquer des réactions de déconditionnement et de retraitement de l'information. Les outils évidemment de pleine conscience, les outils également plus de stimulation neurologique, comme stimulation visuelle, comme en EMDR, mais qui sont aussi considérés comme des outils faisant partie de ce fameux courant de BMSA. Donc voilà, je voulais vous expliquer un tout petit peu l'impact de cette pandémie sur l'éco-anxiété. C'est effectivement un des événements qui va se développer de plus en plus. On le voit auprès de la population souvent très jeune, plus ou moins éduquée aussi. C'est vrai que si on va plus vers une population éduquée, il y a de plus en plus de conscience de ça. Et donc effectivement, jusqu'à l'idée de ne plus avoir d'enfants ou de ne pas prendre la responsabilité d'amener d'autres êtres humains au monde dans une société ou dans un environnement qui va aller vers plus de difficultés. Et donc on peut vraiment observer tous ces mouvements-là. Voilà, je voulais juste vous parler un tout petit peu de ça aujourd'hui, et puis je vous remercie encore de votre invitation, et à très bientôt j'espère avec nos activités au Maroc, ou si vous venez nous voir en Europe, vous êtes évidemment les bienvenus. Merci beaucoup, au revoir.